une personnalité singulière qui non seulement est rempli de talent, mais également il a un parcours personnel, il a une façon d'être au monde qui lui est particulière et j'espère qu'on va pouvoir partager avec lui ce moment. Et donc, bienvenue William. Merci. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Est-ce que tout le monde m'entend dans un premier temps? Est-ce qu'il y en a qui ne m'entendent pas? Car tant qu'à être dans une micro-société inclusive, autant qu'ils se manifestent. Est-ce qu'il y en a qui ne m'entendent pas? C'est le moment ou jamais de le dire. Personne. Bon, si tout le monde m'entend, c'est très bien. Alors, si ma présence se justifie ce soir au sein de ce séminaire, c'est à partir de 3 critères qui, parfois, ne sont pas compatibles. Je suis pianiste concertiste professionnel, je suis autiste Asperger. Ça m'intéresse de savoir comment on dit autiste Asperger en langue des signes. Et je suis un tant soit peu doté de la faculté du langage. Or, malheureusement, souvent, un pianiste et une personne autiste n'ont pas vraiment le loisir de cette faculté du langage, puisque, par tradition, un pianiste est mutique et un autiste, une personne autiste, aphasique. L'un mutique par tradition et l'autre aphasique par handicap, souvent. Aussi, et ce n'est pas la moindre des choses, un autiste, très souvent, n'a pas de vie professionnelle, si ce n'est à hauteur de 2% d'entre eux. 2% d'entre eux, on ne le répétera jamais assez. C'est donc vraisemblablement ces 3 critères qui justifient ma légitimité subjective à intervenir dans ce congrès plutôt qu'un autre. Je suis assez ému et reconnaissant que l'on m'ait invité, qu'il y ait bon nombre de personnes qui soient restées. Et je dois dire que c'est presque une première pour moi de faire une représentation devant autant de monde. Depuis que j'ai été diplômé du Conservatoire de Bordeaux il y a quelques années, en 2015 précisément, j'ai bien dû faire quelques concerts, certes, mais jamais devant autant de monde. Le pic de fréquentation que j'avais pu connaître ayant été dans un événement apparenté à cette cause que je défends, à savoir une soirée caritative en 2016 à Bayonne, qui s'appelait « Dans la peau d'un Asperger », où j'avais accompagné notamment la chanteuse Claire Keim. Et d'autre part, cet écran derrière me rappelle un séjour que j'avais fait en Corée, où j'avais pu donner des concerts, notamment en présence de Ban Ki-moon en 2018. Donc voilà, c'est les 2 choses comparables à ce dont je vais essayer d'être à la hauteur ce soir. Asperger, à vrai dire, pour moi, et ça n'engage que moi, d'ailleurs tout ce que je vais dire ce soir sur le syndrome d'Asperger n'engage que moi, c'est un nom de code, c'est une conjecture à l'heure actuelle. Ce n'est pas un terme en soi qui définit, mais c'est un moyen de reconnaissance dans une éventuelle famille d'âmes, de profils différents, regroupés sous ce nom, dont la singularité génétique reste approuvée. Approuvée en 2 mots. Je suis en train de me rendre compte qu'il peut y avoir la confusion. Parce qu'on n'est pas toujours approuvé, en un seul mot. La reconnaissance, je viens de parler de reconnaissance, pour moi c'est un trouble en soi au sens large. Alors je m'explique. C'est un trouble qui se soigne non pas au sens de l'annihiler, mais au sens d'en prendre soin. Je pense que personnellement, j'ai un complexe de reconnaissance qui explique notamment que je sois devant vous ce soir à m'exprimer, à essayer de dépasser les frontières de ma condition, là où mon identité a précisément été bafouée, souvent là où d'autres autistes sont encore chez eux. Reconnaissance, pour moi, c'est l'un des plus beaux mots de la langue française. Le fait de reconnaître quelqu'un au sens polysémique, que ce soit reconnaître physiquement, psychiquement, reconnaître une injustice,
Le mot reconnaître me paraît être un carré magique de vertu, quel que soit le sens dans lequel il est employé. Naître à une connaissance co-construite. Aussi, ce trouble, entre guillemets, de la reconnaissance, je le projette sur plusieurs personnes que je tâche de reconnaître moi-même. Il y a d'ailleurs dans cette salle plusieurs personnes que j'ai invitées et qui découvrent mon travail pour la première fois. Ce soir, des personnes que j'ai fait en sorte de connaître et reconnaître comme pouvant être réceptives à celui-ci, à mon travail. Je les remercie d'ailleurs au passage d'être là et d'avoir peut-être vu en moi, au-delà de l'inconnu que je suis encore pour certains ou certaines à leur endroit, un individu digne de reconnaissance et de leur présence. Je ne vais pas trop vite, madame? Non, parfait. J'ai cru comprendre que c'était non. Bien. Je vais maintenant vous jouer un premier morceau. C'est un morceau de Frédéric Chopin qui s'appelle un nocturne. Cela tombe bien car vraisemblablement la nuit tombe. Les nocturnes de Chopin sont des pièces musicales d'expression libre qui ont été composées dans les années 1830 pour l'essentiel. La nuit, dans l'imaginaire romantique, et parfois jusqu'à nos jours, c'est autant un symbole de dépression que d'espoir. Il y a à cet égard un auteur d'origine bordelaise, Bernard Delvaille, décédé il y a 15 ans, en avril 2006, un écrivain diariste qui était d'autre part un grand voyageur, qui avait écrit en 1963 dans son journal, au sens de journal intime, « La fenêtre ouverte sur la nuit, j'écoute les nocturnes de Chopin. C'est un apaisement illusoire et dont je ne suis pas dupe. Je ne suis pas dupe du bonheur. »
Merci beaucoup de votre attention. Je faisais signe à ma maman qui me faisait signe, donc voilà. D'ailleurs, je profite pour lui poser une question, parce que quand je vais revenir à la maison, peut-être qu'elle va me faire des critiques. Est-ce que tu préfères que j'enlève ça pour le concert ou... Je peux le garder, d'accord, très bien. Bon, ça fera une critique de moins quand je serai rentré. Je parle pas trop vite? Ça va pour le moment? Bien. Donc vous avez entendu un nocturne de Chopin. Nocturne posthume. D'ailleurs, pour l'anecdote, Chopin n'aurait pas voulu, vraisemblablement, d'après ce que la chronique historique raconte, qu'on publie des morceaux qu'il n'avait pas achevés, qui étaient posthumes. Et pourtant, celui-là en fait partie, et pour notre plus grand bonheur, et malgré n'avoir pas respecté ses dernières volontés. Voilà. Maintenant, j'enchaîne avec un autre compositeur, Gabriel Dupont, moins connu. Gabriel Dupont, c'est un compositeur français qui a vécu en convalescence sur le bassin d'Arcachon pour se soigner de la tuberculose. Il a composé un recueil d'œuvres pour piano au titre éloquent, Les Heures dolentes, de 1903 à 1905, narrant les étapes de sa maladie, la tuberculose, et la dépression par la même occasion, quand on est alité. C'est une forme de catharsis à laquelle il a vraisemblablement accédé dans ce travail, en donnant des titres très figuratifs à ses morceaux. Le médecin, une amie est venue avec des fleurs, hallucination au pluriel. Et le morceau que je vais vous jouer s'appelle Après-midi de dimanche. D'ailleurs, il y a en incipit à ce recueil Les Heures dolentes, que d'heures à s'ennuyer en étant malade, alité. Il y a une citation d'Henri de Régnier qui ouvre ce recueil. La voix mélancolique et basse de quelqu'un qui n'est plus là-bas, mais se souvient du pays monstrueux et morne d'où il vient. Après-midi de dimanche. Alors, je vais vous commenter un peu le morceau, si vous voulez, pendant que je joue. Comme il est moins dans l'oreille de l'inconscient collectif, ça commence de façon très modérée avec un piano, c'est-à-dire doux. Il est écrit comme indication « Sentiment de mélancolie intime ». Très expressif. On entend une plainte à la main droite. Et là. Et là, ça devient animé et joyeux, comme des cloches. La joie est neutralisée avec cet accord, la fête est finie. Un peu plus retenu. Et en élargissant.
là, le thème d'origine revient encore plus expressif avec cette plainte pianissimo. Encore plus délicat. C'est de la dentelle. On imagine le sommeil d'un malade, un peu souffreteux. Et là, c'est intéressant, on entend dans un triple piano comme des cloches lointaines. Les cloches qu'on a entendues tout à l'heure, plus discrètes, qui s'effacent. Merci.
Merci. Merci beaucoup. Alors vous avez peut-être reconnu un morceau plus célèbre dans l'inconscient collectif que les œuvres de Gabriel Dupont, à savoir un nocturne d'une certaine manière, même s'il n'est pas vraiment intitulé de cette façon, comme ceux de Chopin, de Franz Liszt, qui s'intitule Les rêves d'amour. Voilà. Alors maintenant, je passe à un contemporain, romantique, Robert Schumann. Robert Schumann, qui était ce qu'on peut appeler aujourd'hui un homme souffrant de schizophrénie ou anciennement de maniaco-dépression. Il mettait d'ailleurs en scène aussi de façon figurative dans ses partitions deux personnages, deux personnalités un peu opposées que l'on a retenues sous le nom de Eusébius et Florestan, l'un rêveur et l'autre exalté. Il y a d'ailleurs eu à Bordeaux un docteur au XIXe siècle qui s'appelait le docteur Eugène Azam, qui a fait des études de façon, en tant que précurseur, sur ce qu'il a appelé la double conscience, qu'on appellerait aujourd'hui le dédoublement de la personnalité, et dont il aurait mis en avant certaines influences musicales. Sur ce, je vous invite à écouter l'arabesque que Schumann a composée à l'âge de 39 ans, de 29 ans en 1839. Pardon. Et je vais vous commenter, si vous voulez, un peu l'œuvre. Je ne sais pas si vous m'entendez bien pendant que je parle sur les morceaux. J'ose pas trop parler trop sur les morceaux, quitte à être... Tu vas ? Bon. Donc là, ça commence par un passage plein d'allégresse. Passage beaucoup plus mélancolique. Ça ressemble à une rumination lyrique, en quelque sorte. Et là, la rumination éclate. Fortissimo, encore plus. Il y a décidément des pensées obsessionnelles. Et là, le passage est plus poétique, plus apaisé. Comme si le malade avait été endormi sous le coup d'une piqûre et qu'il voyageait dans un mode de songe.
Un air plus martial qui reprend le thème. Très allant. Piano. On va réentendre le thème avant de terminer dans un autre moment de poésie. Et maintenant, pour terminer, une coda, tout en poésie, comme dans un paysage enneigé. Et là, les basses sont très apaisantes. Et voilà. On dirait qu'on est dans du coton. Et voilà. C'est presque une berceuse. Et on va encore entendre un léger rappel de l'allégresse, de la balade, de la gambade un peu campagnarde du thème principal. Là. Ça se termine. Merci.
excusez-moi. Faut que j'accélère? Ah d'accord. Bon, alors, combien de temps il me reste? Combien de temps il me reste pratiquement? Allô? Oui, je disais que, ben oui, on a des contraintes d'horaire, il faut que les gens récupèrent leur bagage, etc. Ah d'accord. Donc c'est aussi pour Donc, ça. Donc, concrètement, 10 minutes. oui. Allez. Alors, je vais m'installer, je vais vous raconter des choses importantes. Parce que je suis un pianiste, mais bon, je suis engagé quand même dans cette cause. Alors qu'est-ce que je vais choisir parmi tout ce que j'avais choisi d'important? Alors, je vais parler un peu plus vite que ce que j'avais prévu, maman. Hein. Alors, oui, je vais commencer peut-être par l'autre. Alors, un directeur de label musical londonien et musicologue avec lequel je suis parfois en contact a écrit un article sur la prééminence de l'autisme chez beaucoup de compositeurs, ce dont il retire une thèse originale, à savoir que si les femmes ont une moindre importance dans l'histoire de la musique, c'est qu'elles sont moins sujettes à l'autisme. J'invente rien, et si cela intéresse certains et certaines d'entre vous, je pourrais vous faire suivre son article. Je vais maintenant faire un peu de promotion pour le Créail, oui, bien fait de rester. Bien bon choisi le passage. Qui a eu la gentillesse de m'inviter ce soir. Ce Créail est à l'origine d'un jeu pédagogique, un serious game, portant le nom de Sarah, pour suppléer les aidants à comprendre les troubles du spectre de l'autisme. C'est, je crois savoir, un jeu qui a été édité en partenariat avec la Fondation Orange en 2015. La Fondation Orange, depuis quelques années, se réclame d'un certain suivi à l'endroit de la cause de l'autisme par un dispositif qui s'appelle Autisme et numérique. C'est un aspect sur lequel, à mon sens, on focalise trop l'autisme, le numérique, à savoir l'informatique aussi, comme si les personnes autistes étaient une pépinière dans laquelle cueillir des génies de l'informatique et laisser faner les autres. Pourquoi ne pas faire un projet autisme et musique, plutôt que de cantonner l'autisme à l'informatique? Je saute un passage. Ouais, ça n'engage que moi, je rappelle, mais je doute de la philanthropie affichée de certains appels à projets qui me paraissent intéresser à plusieurs titres. Pour avoir été moi-même, toute proportion gardée, responsable d'une structure associative, à savoir un groupe d'entraide mutuelle, du moins d'après les termes consacrés, ayant rencontré un directeur de l'ARS, j'ai eu le désagréable souvenir de l'avoir entendu dire qu'il n'écouterait notre collectif que si nous formions un projet autour du numérique, ce à quoi j'avais répondu en laissant un froid dans la salle de réunion que le numérique était aux relations humaines et à l'accompagnement de l'autisme, ce que l'homéopathie était à la médecine. Et je m'excuse au passage auprès d'une camarade homéopathe, Marie Leroux, qui est ancienne homéopathe, que j'ai invitée et que j'espère ne va pas partir en claquant la porte. Et vous pouvez aller voir son spectacle qui s'appelle... je m'en souviens plus, mais c'est un spectacle sur les somatismes et elle s'appelle Marie Leroux. Alors, d'autre part, vous avez peut-être vu la semaine passée, le président de la Fondation Orange, Stéphane Richard, qui était d'ailleurs pianiste amateur, pour anecdote, a démissionné et il devrait être remplacé très prochainement par un des hauts responsables qu'il secondait, parmi lesquels un certain Ramon Fernandez. Il se trouve qu'en septembre, dans le cadre de mes recherches hétéroclites, j'ai interrogé Dominique Fernandez, un écrivain nonagénaire et qui est père de ce monsieur. Vous pourrez d'ailleurs en voir une vidéo sur ma chaîne YouTube. Lorsque je lui ai parlé du syndrome d'Asperger, il ne savait pas ce que c'était. J'espère que son fils, il est président de la Fondation Orange, en saura un petit peu plus. Ouais. Et une chanson de 1978 d'un chanteur que j'aime beaucoup, Lenny Escudero. Et la chanson s'appelle Lettre au Père Noël. J'ai des références qui ne sont pas forcément de ma génération, apparentées aussi à... Il y dit « Maintenant, je suis devenu grand. Et je n'ai plus d'excuses à toujours demander pourquoi. Personne ne me rapporte mes lettres maintenant, les lettres au Père Noël. Je suppose, Père Noël, que tu les ranges dans un coin oublié de ta hotte avec les irrécupérables. Les irrécupérables, à défaut d'être récupérés par des fondations ou des partis, se récupèrent en quelque sorte parfois eux-mêmes par la musique. » Voilà, c'était la parenthèse revendicative. Donc il me reste 5 minutes maintenant. Alors si vous voulez, vous pourrez, après je vous enverrai le contenu entier de ma conférence, si vous me laissez votre contact. Il y a aussi des affiches à votre disposition que je vous laisse gratuitement, et je pourrai laisser ma carte de visite si certains veulent en savoir plus. Donc 5 minutes, je vais choisir un passage. Oui, je vais passer directement à la fin, en fait, comme si j'avais déjà joué un morceau. Là, j'allais vous imaginer que j'ai joué un morceau. Mais je peux terminer les derniers accords du morceau. Et puis voilà, vous imaginez que je fais donc Rachmaninoff qui a souffert d'une grande dépression et qui a été soigné par l'hypnose.
Je vais vous jouer le passage le plus virtuose, ça devait se terminer comme ça. Triple piano. Voilà. Bon, je m'excuse de faire moins de manières pour vous saluer, mais chaque minute compte. Alors, j'espère que vous avez apprécié ce concert-conférence. Je remercie mes invités. Je remercie Monsieur Dimbourg. Je remercie Monsieur Jean-Marie Rodrigue qui m'a présenté à Monsieur Dimbourg. Je remercie ma maman. Je remercie... Voilà, on peut l'applaudir. Voilà. Tu veux venir sur scène? Parce que je vois qu'elle fait des baisers à la foule. Comme la reine d'Angleterre, en fait. Mais viens sur scène, fais-toi plaisir, c'est ton moment. Monsieur de Montalembert, face à moi, avec qui j'ai eu le plaisir d'échanger tout à l'heure et qui m'a encouragé. Monsieur Fraisse, l'équipe audiovisuelle qui est derrière cet écran. Madame la directrice de la MDPH, que j'ai aperçue tout à l'heure, je pense qu'elle est restée. Monsieur le grand témoin de la journée. Et j'espère n'oublier pas, voilà, aussi la personne qui interprète, qui n'interprète plus. Non, elle n'interprète plus. Mais elle a fait quand même un sacré effort. Et je vous remercie toutes et tous de l'attention que vous avez pu accorder à mon propos verbal et musical. J'espère qu'il pourra faire maintenant son chemin parmi vous, d'autant qu'il y a bientôt 2 ans, j'ai fait une entrée tonitruante dans le milieu médico-social en étant écarté de la présidence du GEM Autisme, que je fais référence tout à l'heure, parce que je n'avais pas voulu signer des papiers en blanc pour une association mère qu'elle me mettait entre les mains. C'est donc un premier contact raté d'une part et d'autre. Voilà, mais à cet égard, je voudrais citer Romain Gary, qui écrivait dans un roman d'amour « Il y a tant d'hommes et de femmes qui se ratent. Qu'est-ce qu'ils deviennent? De quoi vivent-ils? C'est terriblement injuste. Il me semble que si je ne t'avais pas connu, j'aurais passé ma vie à te haïr. J'espère donc que nous ne raterons plus le milieu du médico-social et moi. Et à ce propos, de ne pas rater quelqu'un ou quelque chose, je souhaiterais terminer en disant que suite à la semaine pour l'emploi des personnes handicapées, j'ai écrit cet automne à une coprésidente du groupe d'études autisme de l'Assemblée nationale, Carole Grandjean, députée de Meurthe-et-Moselle, qui a refusé de m'accorder un rendez-vous compte tenu de l'agenda législatif a priori dense d'ici les prochaines élections 2022 et l'électorat de sa circonscription vraisemblablement à soigner, au sens figuré. Si dans la salle il y a de ses administrés, des CESAD de Meurthe-et-Moselle, vous pouvez lui faire part peut-être de l'intérêt que je donne à la notion de reconnaissance, je ne vais pas boucler, la reconnaissance d'une cause et de ceux qui la portent. Voilà. Merci beaucoup, William.
Je ne sais pas si c'est le point de rencontre entre William et le médico-social, mais en tout cas, il a rencontré les CESAD et les CESAD l'ont rencontré et t'ont reconnu en totalité. Et donc, merci pour ce moment. Et merci à toutes et à tous d'être restés jusqu'au bout pour profiter de ce moment-là. On vous attend demain à partir de 8h. Essayez de venir le plus tôt possible, de manière à ce qu'on ne puisse pas perdre trop de temps pour le lancement de nos travaux. Parce que demain, c'est assez timé également. Bien, et bon retour dans vos différents hôtels ou gîtes. Et je vous souhaite une bonne soirée. À demain.